pour les républicains espagnols, etc. À ce moment-là, nous avions dans notre conseil de rédaction des gens qui sont devenus, à un moment donné, des vedettes belgiques, la Victor Larocque, Émilie Noulet, qui était spécialiste de Paul Valéry, euh, là que je ne me rappelle plus maintenant les noms, toute une série de personnalités importantes, Denis Marion, des gens qui ont fait après carrière et qui étaient à ce moment-là de jeunes débutants. Cette revue était, si mes souvenirs sont exacts, bien faite. Tous les numéros ont été détruits à cause de la guerre. Moi, j'ai donné les miens à Stéphane Cordier parce que c'était lui le directeur et que ça lui faisait plaisir. Bon, alors donc reprenons. Euh, donc dans ces revues qui paraissaient parallèlement au Club de l'Écran, c'est là où vous avez publié vos premiers articles. Est-ce qu'ils étaient essentiellement politiques ou alors il y avait aussi des critiques? Bon, alors donc reprenons. Euh, donc dans ces revues qui paraissaient parallèlement au Club de l'Écran, c'est là où vous avez publié vos premiers articles. Est-ce qu'ils étaient essentiellement politiques ou alors il y avait aussi des critiques de films? Je ne me souviens pas. J'ai commencé à écrire régulièrement, parce que j'ai toujours fait des petits articles ici et là, dans le Drapeau Rouge, où j'ai assumé la chronique cinématographique. Mais c'était, je crois, vers 1928, ou avant la création du Club de l'Écran. Puis, dans toutes ces revues, j'ai écrit ici et là des articles, mais pas souvent. Dans la revue L'Arc, la revue révolutionnaire, plus souvent, là, presque à chaque numéro. Mais qui étaient politiques à ce moment-là. Littéraire, non, c'était, par exemple, j'ai analysé un roman d'Aragon, Les Cloches de Bâle, et puis j'ai parlé des tendances du cinéma français, les tendances sociales, et puis du cinéma surréaliste, enfin, pas surréaliste, mais comment ça, expérimentaliste, les films de Jacques Prévert, quoi, l'affaire dans le sac, et des histoires comme ça. Et alors, est-ce que pour vous, ça, parce qu'enfin, ça consacrait un peu tous les efforts et tout ce quoi vous aviez tendu pendant toutes ces années dont on a parlé, pour vous, est-ce que c'était un peu un aboutissement naturel ou alors est-ce qu'il y avait vraiment un changement de démarche qui était de passer à la critique pour le public? Pour ce qui me concerne personnellement, je faisais ça au fur et à mesure que les semaines s'écoulaient, sans avoir une idée précise du but ou vers quoi j'accédais. Le but, c'était pour moi la révolution, et je crois que la révolution se ferait. Je l'ai cru dans mon enfance, et puis j'étais bien étonné qu'elle ne se fasse point. Je n'avais pas d'ambition personnelle. Je ne voulais pas devenir ni cinéaste ni écrivain. Écrivain, il me semblait que je n'avais pas la formation suffisante. Cinéaste, je n'en avais aucune. Et alors, je n'étais pas un chef d'entreprise, un directeur d'hommes. Et en voie de conséquence, ces domaines m'étaient assez fermés. Je pouvais, n'est-ce pas, entreprendre des choses comme la cinémathèque ou le club de l'écran, parce que c'était des concours, on était dans un concours de bonne volonté. Et il ne s'agissait pas du tout d'ordonner, de commander, etc., ce que je n'aime pas faire. Mais est-ce que donc les articles que vous écriviez étaient pratiquement similaires aux réflexions qu'avant vous faisiez au niveau personnel? Ce n'était pas du tout une démarche différente. Non, non, c'était la même chose. On m'a automatiquement poussé dans le cinéma, parce que je ne tenais pas spécialement vers le cinéma. Mais en ce temps-là, j'écrivais avec une certaine lenteur, j'étais extrêmement occupé aussi par et ma vie professionnelle, parce que je travaillais toute la journée, et le club de l'écran, et les réunions, les associations d'amateurs, etc. Alors en vrai de conséquence, je n'avais pas le loisir de m'amuser à écrire. Et dans l'Arc, j'ai écrit un peu pour faire figure, pour montrer que j'étais dans la bande. Mais il ne me semblait pas que c'était ma vocation.
bah, je suis devenu critique régulier, en quelque sorte, après la guerre. Et là, j'ai pêché parce que je craignais beaucoup. J'ai payé par absence de rigueur parce que j'écris facilement et beaucoup. Bon, pendant le Club de l'écran, je sais qu'à ses débuts, vous avez reçu Jean Vigo pour son film Zéro de conduite. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnalités frappantes comme ça qui ont vraiment marqué la vie des clubs de l'écran dans cette période d'avant-guerre? Nous avons rencontré de nombreux critiques français qui sont devenus depuis ou des écrivains classés ou des cinéastes, mais je ne pourrais pas vous dire quoi. Il y avait Jean Renoir, si on veut citer quelqu'un d'important. Il y a eu Chavance, qui est même mis maintenant en avant pour Le Corbeau, parce qu'on reprend Le Corbeau, n'est-ce pas, qui est de lui, en partie, avec Clouseau, et d'autres encore. Moussinac, Léon Moussinac. Je les vois d'ailleurs voir ces gens à Paris. J'étais en correspondance avec eux tout le temps. Et à l'époque du Club de l'écran, nous ne nous sommes servis de ces gens-là que pour nous permettre de passer un film nouveau. Un film nouveau, il y avait des droits de douane. Et les droits de douane, jamais nous n'avons pu obtenir leur abattement, en raison probablement du fait que nous étions mis à l'index politiquement. Alors, le gouvernement ou l'autorité acceptait si le film accompagnait un conférencier. Alors, nous demandions à quelqu'un de venir dire 5 minutes, un petit préambule, et il avait le film sous son bras, et il montrait comme si c'était un film où il était engagé, c'était son intérêt, et ça ne nous coûtait pas très cher. C'était ça le procédé. Alors, nous arrivons donc en 1939, juste avant-guerre. Est-ce que dans toute cette agitation, tous ces pamphlets engagés et brûlants, est-ce que vous sentiez vraiment l'arrivée de la guerre, la montée du fascisme? Ah, oui. Oui, parce que nous ne nous occupions pas qu'à l'Ukraine Club, nous occupions du courant politique de la chose, et pour nous, la guerre était inéluctable. Et pour moi, en tout cas, en 40, j'étais très défrisé à l'égard de tout. Mais là, on entre déjà dans la grande de guerre, mais avant, à l'époque de Munich, est-ce que vous suiviez pas le reste du monde qui refusait l'idée de la guerre? Si. Nous étions tout à fait contre Munich, naturellement. Oui. Enchanté que la paix continue et désolé que la capitulation franco-britannique. Mais vous espériez que la guerre n'aurait pas lieu? Nous croyons qu'il y aurait toujours... Nous espérions dans un petit coin de notre cervelle qu'il y aurait un événement qui empêcherait l'Allemagne de se manifester. Nous avions cru dans le mouvement communiste allemand. Le mouvement communiste allemand a été extrêmement important longtemps, et nous croyons que Hitler et les nationaux-socialistes n'étaient que temporairement au pouvoir. Ça, c'était une des arrière-pensées. Je ne le croyais pas vraiment, parce que j'avais lu, contrairement à mes amis, des livres nationaux-socialistes, de von Rauschning notamment, et il semblait là qu'il s'agissait d'un courant et d'une foi, de quelque chose de puissant et de fort, et de très susceptible d'entraîner les populations. Un peu comme maintenant Le Pen fait. Le Pen le fait avec moins de science. Il s'appuie sur une... Mais je crois que c'est Fabius qui avait raison. Les pensées de Le Pen sont justes, ces solutions ne le sont pas. Parce que Le Pen prend le mot à mot de la pensée des petites gens, quoi. Les Marocains, c'est eux qui nous bouffent tout, etc., quoi. Et tous ces politiciens s'enrichissent, etc., C'est le même levier, et les Allemands le faisaient alors appuyé sur un mouvement profond allemand qu'il n'y a heureusement pas en France. Et alors donc on arrive à la déclaration de la guerre après l'intervention allemande en Pologne, et donc il y a eu cette période très bizarre, enfin surtout pour quelqu'un comme moi qui déjà ai du mal à envisager la guerre, mais surtout une guerre comme ça. Alors que s'est-il passé pendant ce qu'on a appelé la drôle de guerre? Est-ce que les choses continuent à vivre, le club de l'écran? Non. Le club de l'écran avait disparu déjà fin 1938, je crois. Vermeil a été mobilisé tout de suite,
Moi aussi. Donc vous avez été mobilisé. J'ai été mobilisé avant 1939. Hein. Et puis, fort heureusement pour moi, on a oublié, pendant la guerre de où je n'ai pas été une classe, j'étais déjà vieux. J'avais 37 ans, 38 ans. Je n'ai pas été mobilisé dans la seconde partie, alors j'ai échappé au risque de la guerre, d'une part, mais surtout à être emprisonné ou des histoires comme ça. Non, là, nous étions persuadés que la guerre allait éclater et nous craignions fort que l'Allemagne ne gagne. Mais nous avions confiance en la puissance militaire russe. Et nous n'avions jamais pensé que les Russes et les Allemands allaient en quelque sorte pactiser, même un petit temps, comme ils l'ont fait. Alors quand vous qui n'avez jamais accepté de rentrer au Parti communiste, mais ça a dû quand même vous faire quelque chose de voir le parti germano-soviétique. Il y avait déjà 10 ou 15 ans que j'avais renoncé à toute, comment dirais-je, que j'avais considéré que la cause du Parti communiste russe et européen était perdue, qu'il y avait là une falsification des valeurs abominable. Mais je croyais quand même que la Russie représentait dans le monde un point d'appui pour un certain idéal social et que les choses avec les années se réformeraient bien. Elles se sont réformées mal. J'ai cru, et nous avons cru, que l'Allemagne n'entrerait pas en guerre à cause de la Russie. Et c'est parce qu'ils ont pactisé avec les Russes qu'ils ont pu attaquer la France avec tant de facilité. Et en France, on nous l'a expliqué plusieurs fois, cet an dernier, dans quelques apostrophes. En France, il y avait deux camps. Il y avait un camp où on souhaitait la défaite. On ne la souhaitait pas, mais on la souhaitait. Et il y avait la classe ouvrière qui était très découragée par la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne aussi m'avait découragé. En 1940, quand j'ai fait participer à l'Exode, je me suis dit, c'est fini la politique de nos pays. Je me suis dit, je vais gagner l'Amérique ou ailleurs et essayer de défendre mes valeurs à titre individuel. Mais la politique me dégoûtait, la politique que pratiquait la France et la Belgique en copie. Et alors, comment sont passées ces années de guerre? Oh, très bien, en ce qui me concerne, très bien. Je n'ai pas été inquiété du tout. Et je dois dire que mes camarades non plus. Madame Vermeil, qui était restée ici, n'a jamais eu. À Bruxelles. Oui, nous sommes restés à Bruxelles. C'est-à-dire que nous sommes allés en exode, mais nous en sommes revenus, quoi. Et nous avons pu vivre là, en faisant le marché noir, en vivant du marché noir, pas en faisant le marché noir, en vivant du marché noir. Et au départ, les Allemands se conduisaient très bien ici. Ils avaient l'approbation de la population, même par leur tenue, leur civilité, leur courtoisie, et le fait aussi qu'ils n'arrêtaient pas grand monde, ou presque personne même. C'était une politique que les Allemands ont pratiquée en Belgique et en France pendant 1 an. Même presque jusqu'en 1942. Oui, il a fallu que les Russes, et que la guerre avec les Russes s'intensifie pour que le Parti communiste français s'éveille. Car la résistance a été un long moment l'effet du Parti communiste. Parce que vous aviez quand même toutes les raisons d'être inquiété à partir justement de cette époque de l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre l'Allemagne. Vous aviez toutes les raisons d'être inquiété puisque vous étiez quand même catalogué. Oui, et je craignais, en revenant, je suis allé jusqu'à Bayonne, où je suis resté 6 semaines, je crois. Et en revenant, je me suis dit, les ennuis vont commencer. Et je ne savais pas où aller, et j'étais dans un état de santé précaire. J'ai d'ailleurs passé pratiquement toute la guerre à coucher sur un lit, alors je n'étais pas très vaillant. Mais enfin, peu importe, je connaissais beaucoup de gens, je connaissais aussi des gens qui étaient comment dirais-je, dans la collaboration. J'ai été sollicité tout de suite en rentrant d'écrire dans le Soir, qui était le Soir aux mains des Allemands, et de tenir des pages entières. Ils ne demandaient pas mieux. Mais ça, j'aurais préféré crever. Mais ces gens ne m'étaient pas hostiles, ces Belges qui étaient de ce côté. Et je crois que c'est l'entourage de Robert Poulet
et de Gaston de Reyck, etc., qui étaient des gens intelligents et tolérants, qui a fait que la plupart de nos camarades, hein, qui sont devenus des militants socialistes, n'ont pas été inquiétés non plus. Ils n'ont été que dans la mesure où ils conspiraient vraiment, où ils les prenaient sur le fait. Alors là, c'était l'armée allemande, hein, et la Gestapo qui sévissait gravement. On fusillait quelqu'un pour une facilité au bout de quelques mois, enfin. Et tomber aux mains de l'armée allemande, c'était de la chance. C'était aux mains des nazis que c'était affreux. L'armée allemande n'a jamais voulu pratiquer la torture, ni des choses, ou pas beaucoup. Probablement quand il faisait un prisonnier qui pouvait leur donner quelques renseignements, il le torturait. Mais ce n'était pas systématique comme chez les Allemands où il y avait une part de sadisme, enfin de choses que vous savez. Et est-ce que vous continuez votre activité professionnelle pendant la guerre? Oui, oui. Mais écoutez, je vous ai parlé de mon patron que j'avais engagé, Stéphane Cordier. Stéphane Cordier était à Londres. Et j'avais accompagné jusqu'au port où il s'est embarqué. Et pendant la guerre, hein, à Bayonne. Il était à Londres et il avait, dans le dernier moment, publié une revue aussi pro-anglaise. Et là, il a été chouchouté par les Anglais qui lui ont, en quelque sorte, permis d'être à la radio, en second, le speaker belge. Alors, comme il dirigeait toujours sa firme à Bruxelles, qui était occupée par ses 3 frères, il avait 3 frères, très fiers de la position de leurs frères, très apolitiques, hein, absolument, mais on gardait. Et c'était d'autant plus facile que, vous savez, on manquait de tout. Alors quand il arrivait un arrivage de crème de beauté, c'était une maison où l'on faisait les produits de beauté. Vous avez Lancôme, Patou, Antoine, je ne sais pas, etc. Je recevais, moi, il m'envoyait une liste des produits qui leur arrivaient. Il me disait, voilà ta part. Et alors je faisais des commandes. Sans consulter les gens, j'écrivais les commandes et ces gens me remerciaient alors chaleureusement de leur avoir envoyé 6 pots de crème qui sentaient un peu le pétrole. Mais c'était merveilleux. Les affaires étaient toutes simples, mais il fallait avoir la marchandise. Et alors, est-ce que vous avez continué vos activités dans le cinéma, comme Stork a tourné un film sur... Pendant la guerre, je n'ai rien fait. Vous n'avez rien fait? Non, Stork a accepté une commande du ministère belge, mais quoi collaborateur, pour faire un film sur la paysannerie flamande, hein, Symphonie paysanne. À mon avis, son plus beau film. C'est un très beau film. Et alors, absolument dénué de toute référence à la politique. Bien sûr. Moi, je ne savais pas qu'il avait été tourné avant la guerre. Pendant la guerre. Et j'ai été très étonné de la... Non, au lendemain de la guerre, j'ai protesté d'ailleurs, pas protesté, mais j'ai fait remarquer souvent que le film français Farbic de Rouquier, hein, eh bien, n'existait pas à côté de celui de Stork. Ils ne se connaissaient pas, hein, il n'y a pas de plagiat. C'est comme La Terre de Dovzhenko et La Ligne générale d'Eisenstein. C'est deux films très similaires de la même époque, mais pas plagiés. Non, La Terre, c'est un beau film. Bon, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Ah oui, La Terre, moi je trouve ça merveilleux. Oui. Moi j'aimerais revenir juste sur un petit truc à propos du club de l'écran, parce que vous m'avez menti la dernière fois. Alors, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'activité comme des cours, des débats, des choses comme ça. Et j'ai appris qu'à peu près en 1935, vous aviez fondé une section technique. C'est en réalité une initiative de Henri Stork. Et elle ne m'a pas été connue d'une façon brillante. Je savais qu'elle existait, que Stork donnait des conférences ou des cours, mais ça n'a jamais été d'une façon importante. Ça n'a jamais été quelque chose de véritablement saillant. Ça m'ennuie un peu de le dire, parce que Henri Stork a eu tant d'importance dans l'histoire du Club de l'écran et de la Cinémathèque que l'initiative était remarquable.
Maintenant, vous savez, nous avons eu toutes sortes de velléités au Club de l'Écran de faire un film sur l'art, une association qui existe aujourd'hui et qui a été reprise en 1945, etc. Nous avons eu toutes sortes de penchants à créer des choses nouvelles. Le cinéma scientifique aussi. Le cinéma scientifique, il y a eu une association belge, je crois qu'elle est maintenant disparue ou absorbée par les universités proprement dites, mais nous aimions beaucoup le cinéma scientifique qui, à ce moment-là, ne se manifestait que par quelques chercheurs en Hollande ou en Angleterre et par Jean Painlevé à Paris. Jean Painlevé était avec Franju et il faisait des petits films sur les hippocampes, sur les molécules, etc. C'était prodigieux. Et nous avons beaucoup fréquenté Painlevé. Et en 1945, alors c'est après le Club de l'Écran, au lendemain de la guerre, j'ai organisé un grand gala. Et le bénéfice de ce gala, qui a été de 45 000 francs, ce qui était énorme, et qui était Painlevé qui présidait en quelque sorte, qui faisait les discours, avec ces 45 000 francs, nous avons fondé un Institut national du cinéma scientifique, dont les membres étaient pour la plupart des universitaires de Liège, de Bruxelles, de Gand. Et cet institut a agi malheureusement un peu à hu et à dia, parce qu'il était malaisé, contrairement à ce que nous pensions, de centraliser dans un organisme toutes les velléités qu'avaient les universités, chacune dans son coin. Ce qui fait qu'il s'est trouvé que les universités faisaient ou tentaient de faire des films soviétiques et s'adressaient peu à nous. Notre université, moi je n'ai pas voulu m'en occuper parce que je ne suis pas formé scientifiquement, mais c'est Luc Hazarts, si ça vous dit quelque chose, qui était en réalité plus un esthète qu'un savant, qui en a pris la direction et qui lui a donné une impulsion assez vive et assez grande. Mais ça, c'était une idée du Club de l'Écran, le film scientifique, le film sur l'art, voire des films politiques ou autres. Oui, mais nous n'avions pas les moyens ni les loisirs, car les moyens, c'est déjà capital, mais les loisirs, il fallait beaucoup de temps pour faire tout ça. Il fallait démarcher, il fallait gagner sa vie aussi. C'était impossible de payer qui que ce soit. Et maintenant, on donne, me semble-t-il, toute comparaison faite, assez bien de subsides à des organismes de petit intérêt, mais à cette époque, on n'en avait pas du tout. Bon, maintenant, je préférais qu'on ne quitte pas tout de suite la période d'avant-guerre et que nous parlions un petit peu des intérêts, en fait, des centres d'intérêt cinématographiques qu'avait le Club de l'Écran. Vous avez parlé des films d'avant-garde, des films surréalistes, mais apparemment il y avait quand même une nette attirance vers le documentaire. Et on a vu, juste avant-guerre, je crois que vous avez reçu Flaherty à Bruxelles. Est-ce que ça c'était quelque chose de vraiment important? C'est-à-dire pour l'activité du Club de l'Écran même, non. Pour la présence de Flaherty, oui. Et je crois que c'est Henri Storck qui, à cette époque, en quelque sorte, l'a pris en charge, si j'ose dire. Moi-même, j'étais très occupé, je ne m'en suis pas soucié beaucoup. Non, Flaherty est venu après coup. Mais dès le départ, les œuvres de Flaherty ont compté beaucoup. Ceci dit, notre activité n'était strictement pas orientée vers le documentaire. Il l'était parfois. Mais c'était des films de fiction que l'on passait. Nous avons passé des films de Renoir, de Claude Tanlara, de Jean de Jean Grémillon au début, des films qui ne correspondaient pas du tout à la notion de documentaire. Et même les films de Buñuel, parce qu'on répète ce nom facilement, parce qu'il est comme un drapeau, maintenant est facile à dire et facile comme éclairage à en donner. Mais ces films, c'était parce que c'était des films qui recherchaient autre chose que le mécanisme que l'on voit dans un documentaire. Naturellement, nous étions proches de tout ce qui se faisait. Et en Belgique, à cette époque, il y avait toujours Henri Storck, pour prendre, mais aussi Charles de Coequelaert, qui a fait des films très curieux, André Cauvin, qui est le premier cinéaste qui a fait des films sur l'art. Il a promené sa caméra sur les œuvres de Van Eyck. Et alors d'autres
qui revenaient du Congo et qui apportaient des relations importantes. Nous ne les avons pas montrés au Club de l'Écran parce qu'ils étaient montrés ailleurs. Mais c'était ceux qui nous intéressaient. Nous avions naturellement dans notre petite équipe une curiosité extrêmement vaste, mais aussi limitée en ce qui concerne l'activité du Club de l'Écran, par le fait qu'il fallait trouver des films disponibles, qu'il fallait les organiser, qu'il fallait en faire une séance. Et là, nous avions un esprit qui n'est pas tellement éloigné de ceux du commerce. Nous voulions une séance qui amène des gens. Or, quand nous faisions une séance trop sévère, il n'y avait personne, il y avait 50 personnes, et quand nous faisions une qui était un peu populaire, supposé L'Ange bleu de Sternberg, eh bien là, c'était l'archicomble. Et c'est ainsi comme ça encore, quand on lance un étude d'audimat des films, eh bien ce sont ces films-là qui attirent, qui sont de qualité, pourquoi pas. Mais ce ne sont pas ces films-là qui ont besoin d'être mis en épingle, parce qu'ils le sont. Alors moi, il y a encore deux questions très précises en ce qui concerne le Club de l'Écran. En regardant la liste des films que vous avez diffusés, j'ai été très frappé de voir qu'il n'y avait aucun film de ce qu'on a appelé le réalisme poétique français à cette époque-là, c'est-à-dire Carnet. Alors pourquoi? C'était un choix esthétique ou alors c'était parce que ça passait tellement? Je suis étonné de ce que vous me dites, parce que nos références étaient Jacques Feder, Marcel Carnet, Jean Renoir, Duvivier. Et s'il ne passait pas chez nous, c'est parce qu'il passait ailleurs avec éclat. Mais nous avons invité notamment Robert Aron, qui a présenté toute une séance Renoir, et Madame Bovary, que l'on n'a pas vu beaucoup, et dont il a montré de larges extraits. Nous avons de ce côté-là été très vigilants, et Jean Renoir notamment, et Jean Vigo, c'était le réalisateur politique. Jean Vigo est venu à Bruxelles, et c'était un de nos correspondants, les premiers et les plus chers, les plus aimés. Et alors il y a un autre cinéma qui est totalement absent, et qui pourtant est très important, vous l'avez évoqué, c'est le cinéma suédois. Le cinéma suédois, nous avons commencé pourtant par là, car les premiers films que j'ai découverts à Bruxelles, les vieilles copies, c'est les films de Stiller, La légende de Gösta Berling, Le trésor d'Arne et les tout premiers. Mais, sauf La légende de Gösta Berling que nous avons passé. Oui, il doit y avoir trois films suédois, soit et La sorcellerie à travers les âges, qui était aussi un film danois curieux. Mais à part ça, il passait dans d'autres salles, et alors nous ne pouvions rien faire que verbalement encourager à les voir. Parce que tous les films de Pabst, même l'opéra de Katsu, nous ne les avons pas passés, mais c'était des films qui nous intéressaient au premier degré. Le film de Pabst, l'opéra de Katsu, nous avons fait une protestation parce que le distributeur avait fait pratiquer des coupures. Ce n'étaient pas des coupures importantes, et enfin, nous avons fait voter le public. Non, c'était juste une petite précision. Mais vous vous rendez bien compte que le Club de l'Écran passait une douzaine de séances par an et que, par la force des choses, il ne pouvait pas donner des indications panoramiques sur le cinéma. Quand nous avions l'occasion de montrer un film peu connu, nous avons montré des films très peu connus, comme ceux de Michael Powell, notamment, qui est mort il y a peu de temps, et qui était un cinéaste anglais qui n'a pas fait la carrière éblouissante qu'on croyait, mais il a fait une carrière quand même. Mais c'était à ce moment-là des promesses. Et nous nous attaquions aux gens qui faisaient des promesses. Nous avons été très attentifs à tout ce que le Post Office a fait, le GPO. Ça ne vous dit peut-être rien. Mais le GPO était un organisme anglais, Londres, extrêmement curieux, qui ne groupait que des jeunes, qui s'asseyaient au cinéma, et qui était patronné indirectement par le ministère des Postes. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés, dans leur film, quel qu'il soit, à un moment donné, de mettre un timbre-poste. Bien en vue. De quoi rire, mais ils ont réalisé des films admirables, dans le genre semi-documentaire, semi-poétique, depuis les films expérimentaux de Len Lai jusqu'à des films comme Night Mail. Night Mail, c'est de qui, je ne me rappelle plus maintenant, qui sont des films étonnants, comme essais par exemple de musique sur les films, essais de montage
C'était le GPO anglais était vraiment, à cette époque, quelque chose d'important. D'un autre côté, à ce moment-là, le cinéma anglais ne comptait pas fort. Il y avait deux, trois films d'Hitchcock et puis la mouture commerciale habituelle. Tandis qu'en France, c'était merveilleux. D'accord. Alors nous avons déjà évoqué la guerre lors de notre dernier entretien. De toute façon, ce n'est pas un passage qui m'intéresse énormément puisque vous n'avez pas eu une activité dans ce domaine-là. Il y a juste quelques éléments que je voudrais souligner. Est-ce que, d'abord, au niveau personnel, est-ce que la guerre a été une rupture pour vous? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par rupture. Une rupture, est-ce que vous avez eu des illusions qui sont tombées à plat pendant la guerre? Est-ce que vous avez... Non, mes illusions étaient déjà en très mauvais état. Et quand la guerre est survenue et l'attaque des Allemands, j'étais persuadé que les Allemands allaient gagner. Et j'ai pris le large aussi vite que possible avec une poignée d'amis. Et nous sommes allés jusqu'à Bayonne. Là, j'ai essayé de gagner l'Espagne pour pouvoir gagner ou l'Angleterre ou l'Amérique et disparaître du sol belge que je croyais ne jamais revoir. Ce sont les illusions. Mais en dehors de mes opinions, je n'en ai pas changé. Je trouvais simplement que la politique française était scandaleuse. La politique française qui avait consisté à regarder la guerre d'Espagne plutôt qu'à l'aider. Que la guerre d'Espagne avait été capitale dans l'histoire de l'Europe politique et autres, et que là, tous ceux qui me semblaient importants, y compris l'URSS, n'avaient fait que des grimaces vis-à-vis de l'affaire espagnole. Et l'affaire espagnole que, à ce moment-là, dans une autre revue dont j'ai parlé, Combat, nous faisions état, témoignait d'une vitalité prodigieuse, aussi bien dans l'art que dans la littérature et que dans les faits. Alors aussi, l'Allemagne, je pensais qu'il y avait un puissant parti communiste en Allemagne. Il y en a eu un, aussi important que les Français peut-être. C'est-à-dire que la gauche allemande, au moment où Hitler est apparu, groupait 50% de la population, et dans les 50%, il y en avait 20 qui étaient communistes, et des communistes durs, qui faisaient des bagarres et qui se... Alors je me disais, ces gens-là ne vont pas se laisser faire. Et puis ils se sont laissés faire. D'accord. Alors nous arrivons donc, on a évoqué la guerre la dernière fois, nous arrivons donc avant la libération, même avant la chute de l'Allemagne, j'ai vu que dès 1944, vous avez constitué l'écran du séminaire des arts. C'est-à-dire qu'en 1944, Bruxelles a été libérée. Oui. Et alors, du coup, ce sont les gens du Palais des Beaux-Arts, la direction du Palais des Beaux-Arts, qui étaient faits de relations amicales. Il y avait Robert Giron, qui était directeur de la Société auxiliaire des expositions. Il y avait Pierre Jeanlet, le directeur. Il y avait le duc d'Ursel, qui s'était signalé par un film surréaliste, La Perle, fait avec Georges Junier en 1939. Et d'autres encore se sont adressés à nous, à Vermeulen, à Storck et à moi, pour que nous occupions de la section de cinéma qu'ils étaient en train d'édifier dans une entreprise plus vaste qui s'appelait le Séminaire des Arts. Et c'est alors que nous sommes transportés là-bas, en agglomérant, bien sûr, les délégués du Palais des Beaux-Arts. Et nous avons tout de suite commencé à montrer des films dans des petites salles du Palais des Beaux-Arts, petites salles. Et notamment les films suédois. Parce que je les avais découverts, c'était l'empirisme, quoi, le hasard. Nous avons fait aussi des films allemands de la période pré-nazie, tels que Torgus ou bien La rue sans joie de Pabst. Des petites choses. Mais c'était une petite activité. Et il a fallu la défaite totale de l'Allemagne pour que tout à coup nous puissions avoir les coudées franches. On a commencé par donner des séances dans la salle de musique de chambre, qui est une salle de 600 places ou 700 places. Et puis finalement, nous sommes passés à la grande salle, à l'occasion d'un film soviétique, La jeunesse de Maxime, et de Trauberg et Kozinzev. Et l'annonce de ce film soviétique
a entraîné un branle-bas policier, quelque chose d'extraordinaire. Il y avait, il y avait des policiers dans tous les coins, dans tous les flics. On attendait une sorte d'émeute. Il n'y a pas eu du tout, là, sur. Tout s'est passé très tranquillement. Mais c'était encore les préjugés qu'il y avait contre tout ce qui était communisant, rouge ou d'extrême gauche. De cela, je dois dire que les dirigeants du Palais des Beaux-Arts étaient absolument indifférents et de notre côté. Mais pourtant, à la libération, l'Union soviétique était quand même un peu considérée comme le libérateur. Mais oui, justement. Mais libérateur, mais on avait peur que le mouvement communiste belge, les gens avaient peur pour leur argent, quoi. Ce sont des clichés, hein. Il n'y avait aucune réalité. J'étais allé voir les dirigeants de la police. J'avais vu la direction des Beaux-Arts. Et je leur ai expliqué que c'était un film qui avait été tourné avant la guerre, ou au début de la guerre. Je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était déjà un film sonore. Alors que les films soviétiques étaient très en vedette, il y avait eu le succès d'un film qui s'appelait Le chemin de la vie, de Nikolai Eck, qui était admirable, et je ne sais pas qu'il y a eu un succès considérable à Bruxelles. Alors, il y avait déjà ça comme référence, mais malgré tout, ils avaient peur. Bon, donc là, vous avez repris, en fait, c'est la continuation du club de l'écran, Oui. le séminaire, l'écran du séminaire, mais là, il y a eu, je crois, un réel développement du débat et du commentaire de films. Non, nous n'avons pratiquement jamais, lors des projections de films, suscité de débat. Il y avait une présentation qui, à un temps, très vite, a été faite par le comte d'Ursel, devenu duc d'Ursel, et qui était plutôt humoristique que réelle. Elle a fait énormément de succès, cette présentation. Nous montrions aussi, en finale, un feuilleton de l'époque héroïque, Judex, avec, comment dirais-je, on disait c'est facultatif, vous pouvez vous en aller si vous n'aimez pas ça. Et, parce que c'est quand même des histoires très vieillottes. Hein. Et les gens restaient, et au contraire, c'est je crois encore ceux qui se sont mieux souvenus. Nous avons fait des séances orientées de différentes manières. Nous avions toujours la même mentalité artistique, nous aimions les films de bonne qualité, presque toujours dès qu'il y avait un côté social, il était ce qu'on pourrait cataloguer de gauche, mais dites-moi un peu de ce côté-là, un côté social, un film qui soit catalogué de droite. Il y avait simplement des films où c'était un curé qui était le héros, mais c'était la gauche qui l'emportait sur toute la ligne. Et là, est-ce que vous avez reçu des personnalités, vous continuez à faire les présentations par les auteurs des films le plus possible ou pas? S'il y avait moyen, oui, mais beaucoup moins que... Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, autant avant la guerre, le présentateur servait à faire passer le film sans qu'il ait le droit de douane. Or, nous avons obtenu, comme le Palais des Beaux-Arts s'en était mêlé, notre organisation est devenue moins clandestine, si l'on peut employer ce terme un peu excessif. Et du coup, nous avons obtenu la levée des droits de douane. Alors, aussi, la recette du séminaire des arts était beaucoup plus importante. Les premières années, le séminaire des arts a rapporté à la Cinémathèque, les séances étant faites à son profit, 200 000 francs par an, ce qui était pour nous une somme considérable, et permettait en tout cas de payer une secrétaire, un opérateur et quelques balivernes qui se trouvaient autour. C'était pas grand-chose. Le Palais des Beaux-Arts donnait le local. Pas le local de projection, mais le bureau. Je crois que c'est quand même à cette époque-là que vous avez rencontré Grémillot. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nos relations avec la Cinémathèque française se sont matérialisées. Avant la guerre, ça n'a duré que 2 ans ou 3 ans, et c'était plus des relations humaines et théoriques que des relations pratiques cinématographiques. Après la guerre, le fait qu'avec l'emploi, que j'ai pu devenir secrétaire général des archives du film,
m'a permis de faire des échanges avec les cinémathèques environnantes importantes. C'était des échanges seulement parce que on ne pouvait pas payer. C'était interdit par nos statuts. Alors, par exemple, telle cinémathèque envoyait Les Rapaces de Stroheim, et moi je lui prêtais un film suédois en place. Il y avait comme ça un échange constant. Alors, cette union de cinémathèques a permis une programmation du Séminaire des Arts très remarquable. Au départ, la musique pour les films muets était assurée par André Delvaux, qui était un très jeune homme, très musicien, et puis par la suite par, vous connaissez le nom, le Gueuluc, je crois, non? C'était très remarquable, mais enfin, la plupart des films étant sonores, ça n'intervenait plus beaucoup. Tout ça était fait avec gentillesse, avec, comment dirais-je, avec un grand sens de la cause à défendre. Un temps, nous avions décidé que chaque séance serait organisée par un d'entre nous. Storck en a fait une, Dursel en a fait une, moi j'en ai fait une, et puis petit à petit, on s'est aperçu que nous avions le même état d'esprit. Et qu'alors un employé, dès l'instant qu'on lui donnait les directives et qu'on lui suggérait les films, pouvait faire l'affaire. Là, le séminaire des arts, l'école du séminaire des arts, a pris une très vive extension, mais c'est surtout dans les années 47, 48, 49 que le départ s'est fait avec puissance. Je crois qu'il y avait dans le cadre du séminaire des arts, parallèlement ou peut-être dans les cours du séminaire, les jeunesses de l'écran qui se sont créées. Alors, qu'est-ce que c'était? J'hésite à vous répondre parce que je crois qu'il n'y a jamais eu de jeunesse à l'écran. C'était un projet? Il y avait les jeunesse musicales. Parce que moi j'ai trouvé des documents qui étaient intitulés les écrans du séminaire et puis les jeunesses de l'écran. Bien, vous voyez, j'ai de ce côté-là un trou, je ne me rappelle pas. Parce que tout ça se fondait dans la même activité générale. Non, l'art. Alors, après-guerre, donc parallèlement au séminaire des arts qui se développait en fait presque d'une façon autonome, c'était vous occupiez surtout de la programmation. Non, de la gestion, la gestion, c'était naturellement une gestion assez sommaire. Hein. La comptabilité était tenue par le Palais des Beaux-Arts et on organisait les dépenses selon l'argent que l'on avait. On n'a jamais fait de dette. Donc parallèlement à cette chose qui fonctionnait assez bien, après-guerre, vous avez pu concrétiser la chose qui était restée à un état théorique, c'est-à-dire la cinémathèque. La cinémathèque, nous avons tenté, parallèlement, de trouver des subsides. J'ai fait avec mes camarades et avec Vermel, surtout, des requêtes. Alors, je peux dire, j'ai encore, si je les découvre, des brochures où on rappelle toutes les nécessités qu'il faudrait et l'argent qu'il faudrait pour faire cela. J'ai, dans cette idée, fait une gigantesque exposition du dessin animé. C'est Langlois qui en était le responsable, parce que c'était Langlois qui fournissait en ce temps les vieux instruments, les lanternes magiques et les premiers films de Méliès, etc. Cette exposition était admirable et nous l'avions fait préfacer en quelque sorte dans la rotonde du Palais des Beaux-Arts par un atelier où de jeunes cinéastes faisaient des dessins animés devant le public. C'était vraiment étonnant. C'était vraiment bien. Malheureusement, c'était en hiver, et il a fait 10 ou 20 degrés sous zéro, et le public est resté assez clairsemé malgré tout. Ce qui fait que là, il y a eu un déficit que le Palais des Beaux-Arts n'a pas assumé tout à fait, mais enfin a assumé provisoirement, et nous avons remboursé le Palais des Beaux-Arts en 10 ans. Mais ça, cette chose-là, c'était pour essayer de rassembler de l'argent pour la cinémathèque. C'était l'idée de donner quelque chose d'éclatant à la cinémathèque. Et déjà, en ce moment, il y avait à Bruxelles un embryon de création de dessins animés. Ce n'était pas Tintin, si Tintin paraissait, mais ce n'était pas encore Tintin projeté à l'écran. Il y avait une agence, dont je ne sais plus comment ça s'appelait, Belgovision peut-être, qui est depuis devenue importante. Il y a à un moment donné, je crois, des centaines d'employés.
Vous savez, ils faisaient finalement des dessins animés par le compte des Américains. Ce n'était pas eux qui créaient. En tout cas, comme il y avait ce point d'appui, que nous trouvions que le dessin animé, c'était l'avenir du cinéma, c'est-à-dire un endroit où le créateur pouvait se laisser aller à sa fantaisie. C'était plus une illusion qu'une réalité, parce que par la suite, c'est devenu aussi censuré que les films de fiction. Mais nous pensions que c'était une occasion, et une occasion de faire un éclat qui serve la cinémathèque. Ça n'a eu aucun succès, que des compliments. Nous avons reçu des compliments du ministère de l'Instruction publique, mais nous n'avons pas reçu un franc. Et il faut dire que peut-être nous n'étions pas beaucoup d'argent du côté de la finance. Mais j'avais cru, moi, nous avions un président qui était ministre, Vermel, nous avions M. Durcel, le duc Durcel, qui était banquier. Il me semblait que nous avions déjà des éléments qui reposaient sur des assises matérielles, et ces gens ont été incapables de donner de l'argent. Ils n'avaient pas d'argent, eux. C'était toute l'illusion. Durcel, paraît-il, si j'en crois ses propos et ce qu'il me disait, était vraiment blâmé de s'occuper de fantaisie comme le cinéma. Et c'était le cas aussi de Vermel, à qui on reprochait de passer son temps à inviter des jolies filles, etc. Ce qui était absolument faux. Notre politique, c'était tout le contraire, de lutter contre les vedettes, de lutter contre la star, contre le système star. Voilà, ça c'était le début, si vous voulez, de la cinémathèque et du séminaire des arts qui était très, très joint, très contigu. Cette contiguïté existe encore maintenant, où il y a le musée du cinéma et la cinémathèque, et on peut dire que la réputation de la cinémathèque est faite par le musée du cinéma dans le public, et que elle dépend, le musée du cinéma dépend entièrement de la cinémathèque. Le musée du cinéma, c'est-à-dire qu'il a un budget. L'héritier de l'écran du séminaire. Oui. Dès que le musée du cinéma a été créé, l'écran du séminaire a été annulé. Nous n'avions plus de besoin de montrer, par exemple, des vieux films muets. Donc l'écran du séminaire, en fait, était un moyen de diffusion des films collectés. Oui, c'était le club de l'écran, c'était un ciné-club. D'accord. Vous savez, je vous ai dit, je crois que j'ai été professeur à l'école de la Cambre d'histoire du cinéma. Eh bien là, un de mes soucis, c'était de montrer des films anciens que l'on ne pouvait vraiment pas voir ailleurs. Et maintenant, on les voit au musée du cinéma. Alors, cette époque de pauvreté et de misère a disparu, heureusement. Alors, est-ce que la collection du musée du cinéma s'agrandissait petit à petit? C'était la cinémathèque. Enfin, de la cinémathèque, pardon. Oui, petit à petit, oui. Petit à petit, et même, nous avons obtenu de certains distributeurs le dépôt de certains films, moyennant contrat de ne pas les projeter, etc. Et lentement, notre cinémathèque, qui était sérieuse et bien faite, et où il n'y avait pas ces querelles que l'on a trouvées en France et dans quelques autres pays, s'est amplifiée sans heurte. Il faut dire qu'à cela, il y a eu surtout Vermeil, qui a été d'une fermeté sans nom tout le temps. Et puis, il y a eu Ledoux, vers 55-60, que j'avais engagé en 47. C'était un étudiant un peu technique, je crois, que Storck avait rencontré et qui avait comment dirais-je, le culte du cinéma. Il avait lui-même créé un ciné-club qui s'appelait Camera Oscura, et qui n'a jamais tenu plus qu'une séance ou deux avant la guerre. Ah non, au lendemain de la guerre. Et j'ai demandé à Ledoux s'il voulait bien s'occuper à temps perdu de la cinémathèque. Il m'a dit oui. Et au bout de quelques mois, on est arrivé à le rétribuer très misérablement, mais alors j'ai vu un peu. Ledoux a eu cet avantage, c'est de pouvoir, il voulait rester presque toute la journée dans le bureau de la cinémathèque. Et alors, par la force des choses, il en est devenu la pièce maîtresse, le mécanisme. C'est-à-dire qu'il avait des moyens de subsistance autres qui lui permettent de consacrer plus. Sans doute, oui. Ce n'était pas de grands moyens, mais il avait sans doute. Il pouvait. Oui, il ne pouvait pas vivre avec cela. Il y avait la cinémathèque. Et je n'ai jamais remarqué à cette époque
qu'il ait pu se livrer à quelques manigances, à quelques marchés noirs ou autres, si c'était possible. Non, Ledoux était de ce côté-là tout à fait intègre et indépendant. Et de plus en plus, il a pris l'autorité. Nous avons fini, j'anticipe un peu, nous avons fini par séparer. Moi, je m'occupais de la gestion générale de la Cinémathèque et de la politique internationale. J'étais secrétaire général des archives du film. J'allais à Paris au moins tous les 15 jours, et où je restais une journée. Et j'y veillais à ce que les relations de Cinémathèque et surtout les règlements de Cinémathèque fussent heureux. Les cinémathèques se heurtaient au commerce du cinéma. Elles étaient en méfiance partout. Vous savez que Charlot Chaplin a refusé de s'intéresser aux cinémathèques et refusé de donner ses films presque jusqu'à la fin de sa vie. C'était un exemple excessif, parce que d'autres ont marché. Hein. Mais Chaplin savait que ces petits films faisaient de l'argent entre les mains des forains qui en avaient des copies. Et nous avons eu d'ailleurs plusieurs copies un temps aussi, par des moyens détournés, par un distributeur qui disait « Voulez-vous acheter ceci ?» Alors c'est cela, si vous voulez, le point de départ de cette cinémathèque, qui presque tout de suite a connu une notoriété importante de par les festivals du film. Il y en a eu 3 dans un temps record. Et ces festivals du film ont donné à Bruxelles un éclat, à Bruxelles et Cinémathèque, un éclat qu'il n'aurait pas pu avoir autrement. Alors parlons justement du festival du film. Je crois que l'initiative vous en est vraiment propre. Et comment est-ce que c'est venu, ce festival? Non, l'initiative n'est pas due à moi, je n'y ai jamais pensé d'ailleurs à l'époque. Mais l'Association de la presse cinématographique, qui était un organisme important, a eu l'idée, comme ce festival de Cannes renaissait en 1946, de dire c'est maintenant l'après-guerre, il y a un bouleversement en Europe, les Américains surtout tentent de s'y implanter, pourquoi pas faire un festival international à Bruxelles, de telle manière à y attirer le commerce du film, où c'était après tout une bonne idée. Alors ce festival avait ceci, c'est que comme pour Cannes, il fallait un concours, une compétition. Cette compétition, il fallait que les membres en soient exempts de tout intérêt commerciaux. Et alors, les gens de l'association de la presse se sont adressés à Pierre Vormel, qui était un homme politique, mais absolument au-dessus de tout soupçon en ce qui concerne son honnêteté générale, mais aussi son désintéressement des affaires du cinéma. Et du coup, la Cinémathèque est devenue, après avoir cherché un directeur pendant longtemps, on a trouvé d'ailleurs, sur mes indications, un homme de grande qualité qui s'appelait Paul Gustave Vanek. C'était un journaliste, critique d'art. Il était célèbre en ce temps par une revue admirable qu'il a faite avant la guerre, qui s'appelait Variété, et qui est tout à fait à l'avant-garde de tout, et éclectique. Et cet homme, qui était plus ou moins disponible, nous sommes allés le voir. Nous sommes allés le voir avec Charles Spack et quelques personnalités éminentes du cinéma français. Et il a accepté d'être directeur général. Il lui fallait des assistants, et comme on est en Belgique, on a dit il faut un de droite et un de gauche. La gauche, c'était moi. Et la droite, c'était monsieur Albert de Cellier de Moranville, qui alors a eu en charge les finances de l'affaire, et moi j'ai eu en charge la direction cinématographique, bien que les deux s'interpellaient fort bien. Ce festival, nous l'avons conçu alors comme une entreprise absolument indépendante du commerce, bien que nous avons sollicité les commerçants de tous les pays. Et comme nous avions l'appui du gouvernement belge, nous avons eu accès à peu près dans tous les pays du monde aux personnalités officielles importantes, et aussi, comme nous connaissions les gens du cinéma, aux personnalités plus officieuses. Et du coup, en l'espace de 6 ou 7 mois, nous avons réuni une collection
de participants, un assemblage de participants qui était extraordinaire. Nous avons projeté 52 films de long métrage, ce qui est important. Il y avait aussi un festival de court métrage. Parallèlement, comme il s'agissait d'un festival du film et des beaux-arts, nous avons organisé des expositions, un concours sur la tentation de Saint-Antoine d'Ali, et qu'on invitait des peintres à créer des tableaux sur ce qui a été fait. Nous avons créé aussi un festival de musique de films, dont un des directeurs était Bernstein, qui était un jeune homme de 25 ans, tout nouveau et émolu de New York. Et tout ça était très important. Alors, du point de vue cinémathèque, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'étais responsable de la question du cinéma, sur Bruxelles, j'ai tenté, puisque c'était dans la même ligne, j'ai tenté de faire de la cinémathèque un adjoint ou une prolongation, si vous voulez, du secteur de cinéma. Et du coup, j'ai pu engager du personnel pour la cinémathèque en le faisant payer, si j'ose dire, par le festival. Ainsi de Jacques Ledoux, et ainsi de quelques d'État. C'était des employés, on les payait très peu, ça faisait très peu d'argent dans cette masse d'argent qu'on dépensait le festival. Nous avons alors aussi organisé des expositions de cinéma. Langlois en a fait une au magasin du Bon Marché, qui était à ce moment-là un colossal magasin, sur la naissance du cinéma, et qui était une affaire prodigieuse, avec des affiches faites par l'Abysse. L'affiche du festival était faite par Magritte déjà, qui n'était pourtant pas célèbre. Et cette entreprise a été véritablement extraordinaire. Les firmes américaines nous ont soutenus alors et ont dépensé un argent fou en cocktails, réception. Toutes les vedettes du temps ont défilé. C'était Rita Hayworth, Paulette Goddard, Ava Gardner, enfin, à peu près tout le monde. Je cite des noms, peut-être que je me trompe, mais il y en avait certainement 3 ou 4 par semaine, d'illustres aussi bien hommes que femmes. La première édition du festival. Oui, de 1947. Donc c'était un peu un accès à la notoriété. Et moi, est-ce que l'accès à la notoriété n'a pas entravé un peu votre indépendance? Est-ce que vous n'avez pas été obligé de faire des concessions face à vos opinions politiques, à vos opinions esthétiques? Pas du tout. Parce que, fort heureusement, autour de moi, on ne m'a pas attaqué. Et puis Pierre Vermaelen était président et avait les mêmes opinions. Alors ça aurait été plutôt lui qu'on aurait attaqué, mais on ne l'attaquait pas. Il est devenu président d'un festival aussi, comment dirais-je, je vais dire aussi bourgeois. Et non, de ce côté-là, nous n'avons pas eu d'ennui. Il y a eu que c'était un chaos indescriptible, naturellement, dans lequel on a mis de l'ordre et qui a eu beaucoup d'éclat à cette époque, vraiment beaucoup d'éclat. Nous avons parallèlement, alors, la notoriété. J'ai fait inviter les dirigeants des cinémathèques du monde, qui d'ailleurs étaient toutes des personnalités de cinéma et qui, dans leur place, étaient très bien parmi les invités. Elles n'étaient pas du tout déplacées ni en surcharge. On a fait une première réunion de la Fédération des cinémathèques pendant le festival et aux frais, naturellement, du festival, ce qui fait que notre allure en tant que cinémathèque belge était somptueuse. Et cela, ça nous a mis, si vous voulez, en vedette dans le milieu des cinémathèques, en partie. Ledoux, qui était un employé, a en quelques jours imaginé une exposition du livre qui a été faite dans les greniers du Palais des Beaux-Arts et qui était bien faite, qui n'a pas eu un grand succès, mais vous savez, dans ces entreprises considérables comme sont les festivals de cette envergure, il n'y a pas de public pour tout. Il y a un public pour le point central et pas beaucoup pour le reste. Les concerts de films qu'ils donnaient à la grande salle ne faisaient pas le plein. Quand on lui donnait par exemple la musique de Prokofiev pour Alexandre Nevsky ou des choses comme ça, des choses qui n'étaient pas du tout hermétiques.
Mais est-ce que, bon, donc il y a eu d'abord une sélection, et puis il y a eu un concours, il y avait donc un jury. Il y avait un jury que l'on avait constitué. Il y avait 35 personnes. Il y avait flamand wallon, bien entendu, mais ce n'était pas très en vue parce que, en réalité, les Bruxellois étaient tous bilingues, alors on ne savait pas de quel côté les classer. Mais il y avait une section catholique, une section libérale, une section socialiste, et puis alors des tas d'indépendants on ne savait pas où les mettre. Ce qui fait qu'ils ont primé des films de qualité, puisque presque tous les films étaient de qualité. Mais il y a eu un grand débat pour le Grand Prix. La plupart des gens dits de gauche voulaient que ce soit le Diable au corps de Autant Lara qui ait et les autres lui opposaient, les gens du centre aussi, on peut politiquement les analyser, proposaient un film anglais de Reed, je crois qu'il s'appelait Odd Man Out, et qui serait bon. Et enfin, les catholiques voulaient je ne sais plus quoi. Comme on ne parvenait pas à obtenir une majorité, c'est un outsider, le film de René Clair, Silence et d'or, qui a réuni tout le monde. Pas parce que le film était tellement extraordinaire, il était bon, mais parce que René Clair était une personnalité importante et qui n'avait jamais dit, il s'en plaignait ouvertement, qu'il n'avait jamais été primé nulle part parce qu'il était l'auteur de comédies et que l'on primait, disait-il, que les tragédies, pas les comédies. En tout cas, il a eu le prix, ça nous a enchantés, on est bien en éclair, et on a profité aussi de ce festival pour exiger que les copies données au festival soient déposées à la Cinémathèque. Ce qui nous fait un tas de films importants, enfin. C'était très important, ce festival. Il nous restait de l'argent, figurez-vous, ça n'arrive pas jamais. Il nous restait de l'argent. Alors, 3 ans après avoir demandé au gouvernement de reprendre ça à Bruxelles, mais comme les Américains ne s'étaient pas installés à Bruxelles, le gouvernement était sceptique. Nous avons demandé au casino de Knock, à Nellens, de faire ce festival à condition que notre indépendance soit respectée et que nous subvenions à la moitié des frais. Ça a coûté, je crois, 6 millions de francs, dont 3 millions ont été versés par nous. Est-ce que je me trompe? Je ne suis pas sûr des chiffres. En tout cas, la moitié était de notre côté et l'autre moitié. Et ce festival était intéressant.